Je vais vous parler un peu du contexte dans lequel on a décidé de faire cette présentation, de vous donner des éléments assez théoriques sur comment on valide un test diagnostique. Ensuite, où on en est dans la validation de possibilités de diagnostic précoce de maladie d'Alzheimer. Et ensuite, perspectives et conclusions. D'abord, le contexte. Donc, on va parler uniquement des formes sporadiques, hein, plutôt de ce dont a parlé Fabrice ou Bruno. Donc, il existe de nouveaux biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer, en particulier des biomarqueurs amyloïdes via le LCR ou l'imagerie TEP. Et la question est, est-ce qu'à des stades précliniques ou prédémentiels, ces biomarqueurs pourraient être utilisés pour diagnostiquer la maladie d'Alzheimer? Alors, ça peut être à un stade où il y a un déficit cognitif léger, donc pré-démence, ou à un stade asymptomatique. Et dans les deux cas, il s'agit d'un diagnostic précoce par rapport à ce qui se fait actuellement. Donc, on a fait une revue des connaissances vraiment, et l'idée, c'est est-ce qu'avec les connaissances qu'on a actuellement, une démarche diagnostic précoce est valide dans la pratique clinique? Alors, comment valider un test diagnostique? Je vais aller assez vite, mais il y a trois aspects théoriques pour valider un test diagnostique. Le premier, c'est est-ce que ce qu'on mesure est vrai? Et donc là, il faut avoir des données sur les performances analytiques du test. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que les performances cliniques du test sont en adéquation avec le diagnostic réel? Et puis, est-ce que c'est utile? Est-ce qu'il y a une application clinique à ce diagnostic? Alors, classiquement, le diagnostic a deux conséquences essentiellement. L'information auprès du patient, qui peut être rassurante ou alarmiste, et le traitement, qui est un peu plus compliqué dans le cas de d'Alzheimer, puisqu'on n'a pas de traitement tout à fait efficace. Les conditions pour qu'un test diagnostique soit considéré bon, eh bien, c'est qu'il soit de bonne qualité et qu'il assure des bonnes performances dans l'utilisation qui en est faite. Alors, je vais aller assez vite après sur les aspects de mesure d'un test diagnostique et de ses performances. Donc, il y a des performances analytiques, sa sensibilité analytique, les performances de spécificité analytique, la validité, c'est très important. Est-ce que le dosage, si on parle de la bêta dans le LCR, est-ce que le dosage reflète bien la gravité de la maladie? La fiabilité, c'est évidemment très important. Est-ce que un dosage d'un même échantillon dans deux laboratoires va donner des résultats qui sont équivalents? Ensuite, l'autre aspect, c'est est-ce que c'est pertinent donc, par rapport au gold standard, hein, qui en l'occurrence est le diagnostic actuellement DSM de maladie d'Alzheimer. Et pour ça, eh bien, il y a des indicateurs qui sont la sensibilité, donc la capacité du test à correctement identifier les individus qui ont la maladie, et puis la spécificité, qui est la capacité du test à correctement identifier les individus qui n'ont pas la maladie. Alors on est souvent, et notamment pour ce qui est des marqueurs du LCR, dans une condition où on n'a pas un test positif ou négatif, mais un résultat quantitatif. Et rarement on est dans la situation où ce résultat quantitatif permet de séparer parfaitement les non-malades et les malades. Et par conséquent, on est dans une situation où on doit choisir un seuil de positivité qui se fait par des méthodes graphiques où on essaie d'optimiser et la sensibilité et la spécificité. Alors les discussions dans ces cas-là, c'est sur est-ce qu'on va favoriser d'avoir un nombre de faux négatifs ou de faux positifs le plus faible possible. Ensuite, est-ce que c'est utile? Eh bien, le côté utile, c'est à la fois est-ce que ça a une implication pour la santé des patients? Est-ce que le diagnostic précoce va permettre, le test de diagnostic va permettre de traiter les gens précocement? Est-ce que ça va permettre de mettre en évidence des groupes à risque sur lesquels des interventions ou des études de recherche vont être possibles? Et puis, il y a aussi un aspect qui est est-ce que le test diagnostique peut être comparé au gold standard, et peut-être que le test diagnostique pourrait devenir meilleur que le gold standard. Alors, quelles sont les connaissances actuellement qui nous permettent de valider le diagnostic précoce de maladie d'Alzheimer? Pour ça, on a d'abord, si on reprend tous les aspects dont je vous ai parlé, performance analytique, diagnostic. En ce qui concerne les performances analytiques, il y a un travail qui a été publié il y a quelques mois d'une équipe française
qui a comparé, entre autres, pour 32 échantillons d'un même patient, ils ont mesuré la concentration en A-bêta dans ces 32 échantillons dans les trois laboratoires différents. Et là, vous voyez sur ce graphique les différences de mesure entre les deux laboratoires. Donc Paris, Lille, Paris, Montpellier et Lille versus Montpellier. Vous voyez qu'il y a des différences de mesure entre les différentes villes. Et au final, l'analyse montrait qu'il y avait un coefficient de variation moyen entre les laboratoires qui était de 12,2%, ce qui est vraiment élevé. Donc ces résultats, et il y en a d'autres, suggèrent qu'il y a vraiment une nécessité de standardisation. Et d'ailleurs, il y a des efforts sur le plan international qui visent à la fois à standardiser la façon dont les examens sont réalisés et la façon dont ils sont analysés également. Pour ce qui concerne les performances diagnostiques, alors on a fait un travail qui est coordonné par Stéphanie Bombois, qui a consisté à reprendre vraiment, donc c'est une méta-analyse et une revue systématique qui a consisté à reprendre toutes les études portant chez les sujets ayant un déficit cognitif léger. Et on a regardé dans ces travaux si le niveau d'A-bêta dans le LCR était prédictif de démence. Alors vous voyez ici déjà, je ne sais pas si ça se voit bien, sinon il y a des couleurs différentes, mais en tout cas, ce qui est gris, c'est les patients qui étaient MCI au début dans les études et qui le sont restés, et ce qui est plus foncé, c'est les patients qui sont devenus déments au cours du suivi. Et vous voyez en tout cas, la chose importante déjà, c'est qu'entre les études, il y a une grande variabilité dans le niveau moyen d'A-bêta chez les sujets qui ont converti. Vous voyez, cette variabilité, elle est très importante. Si on essaie de résumer les performances diagnostiques dans ces études de l'A-bêta comme facteur prédictif de démence, eh bien, on a une sensibilité qui est de l'ordre de 75% et une spécificité de 70%. Alors, cette performance moyenne ne doit pas cacher la grande disparité que vous pouvez voir entre les études pour ces indicateurs de performance diagnostique. Donc, on peut se poser... Voilà, c'est essentiellement ce dont on dispose dans la littérature pour la bêta. Alors, la présentation, elle est centrée sur la bêta. Il y a d'autres biomarqueurs qui auraient pu être utilisés, qui sont peut-être plus pertinents, et en particulier, ce qu'a dit Didier, le rapport A-bêta est sans doute plus intéressant. Mais c'est pour A-bêta qu'on a des données les plus importantes. Donc, la question suivante, c'est dans l'état actuel des connaissances, est-ce que le dosage de l'A-bêta dans le LCR permet de faire un diagnostic précoce de maladie d'Alzheimer chez des patients ayant des troubles cognitifs légers? Ben, la réponse est non. A priori, la littérature, en tout cas, ne permet pas de conclure à ça. Est-ce qu'il y a d'autres biomarqueurs du LCR qui permettent de faire un diagnostic précoce de maladie d'Alzheimer chez des patients ayant des troubles cognitifs légers? Là encore, la réponse est non. Tout ça, c'est basé sur la littérature et c'est une analyse objective de la littérature. Donc, néanmoins, il faut, pour améliorer tout ça, il faut continuer les efforts de standardisation et d'harmonisation pour améliorer la fiabilité. Et il y a une nécessité, alors ce n'est pas pour faire la pub, mais il y a une nécessité d'études de cohorte, et notamment, vous le savez, il y a l'étude française multicentrique Memento, qui va sûrement permettre de contribuer à la connaissance de l'intérêt des tests diagnostiques de la MA sur la progression vers la démence. La cohorte Memento inclut de nombreux biomarqueurs et on va pouvoir estimer la valeur ajoutée des différents biomarqueurs sur l'évaluation du risque de conversion. Et puis, des aspects qui sont peut-être pas les premiers à discuter, mais sûrement à un moment à étudier, c'est l'évaluation aussi du coût-efficacité lorsqu'on multiplie les biomarqueurs. Alors, juste un petit mot maintenant sur les critères pré-cliniques de maladie d'Alzheimer. Donc, vous le savez, c'est des critères qui ont été publiés en 2011 et qui se basent donc sur la présence d'amyloïde bêta, soit via le CSF, soit en imagerie TEP, et donc avec 4 niveaux de gravité. Donc un premier niveau qui est un niveau 0 où les sujets n'ont aucun biomarqueur A-bêta
et n'ont pas de symptômes, n'ont pas de déficit cognitif. Le niveau de sévérité suivant, c'est donc le stade 1, où les patients ont des marqueurs amyloïdes. Donc, ça peut être soit par l'imagerie TEP, soit par le LCR. Le stade 2, ils ont des marqueurs amyloïdes et des preuves de neurodégénérescence à l'imagerie en particulier, ou TEP ou IRM. Et le troisième niveau, ils ont les deux types de biomarqueurs, plus un déclin cognitif léger. Alors, il se trouve qu'il n'y avait pas de données jusqu'à récemment sur la valeur prédictive de ces stades de critères, mais il y a un papier qui est sorti, je crois, en début de semaine, dans le Lancet Neurologie, qui montre donc l'évolution vers la démence en fonction de ces différents stades de sévérité. Alors, vous voyez sur ce graphique, ici, c'est les patients qui avaient quelque chose qui n'était pas classable, donc c'est ceux qui sont plus bas. Et ici, c'est les patients qui avaient, à l'entrée dans l'étude, un signe isolé d'amyloïde. Alors, les auteurs de ce papier trouvent que c'est assez intéressant le résultat, parce que ça montre que plus la sévérité est élevée, plus le risque de démence est important, ce qui, d'une certaine manière, valide leurs critères. Alors, on peut aussi prendre les choses d'une façon différente, qui est que, eh bien, si vous prenez cette catégorie de patients, donc qui sont les patients qui ont de l'amyloïde de façon isolée, eh bien, au bout de 15 ans de suivi, seuls moins de 10% vont développer la démence. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça une maladie d'Alzheimer? Ce que j'ai oublié de dire, donc, c'est que l'étude porte sur 450 sujets à peu près, et ils avaient 65 ans et plus à l'entrée dans l'étude. Donc, maintenant, voilà, donc ça c'est l'état de la littérature. Maintenant, venons-en aux perspectives. Si des critères ou des tests de diagnostic précoce étaient valides, la question importante, c'est quelle serait la population cible. Et pour réfléchir à ça, il me semble qu'il est important de revenir à des choses de base, et notamment aux travaux neuropathologiques issus de la cohorte anglaise de CIFAS. Et vous voyez ici, donc c'est 450 cerveaux à peu près. Donc ils ont, au décès, ils ont mesuré la présence de plaques chez les déments et chez les non-déments. Et vous voyez qu'à un certain moment, eh bien, la quantité de plaques chez les non-déments est extrêmement importante. Donc d'abord, si on a un test de diagnostic précoce, à quel moment faut-il le faire? Aussi, dans les perspectives, il faut quand même, je vais dans le sens de ce qu'a dit Fabrice tout à l'heure, peut-être réfléchir à d'autres modèles que le tout amyloïde. Alors effectivement, on a l'échec des immunothérapies récentes, même s'il y a des pistes dans des sous-groupes. Alors bien sûr qu'on a entendu ça plusieurs fois, l'hypothèse derrière l'échec des immunothérapies, c'est qu'on traite les patients trop tard, mais peut-être qu'il faut réfléchir à autre chose. Ce que disait Fabrice tout à l'heure, peut-être qu'on se trompe de modèle. Et il y a un modèle qui est proposé par plusieurs auteurs qui suggère que, eh bien, dans les formes sporadiques, les Alzheimer purs, finalement, il y en a très peu. De même, il y a peu de démence vasculaire et une grande majorité des démences seraient des démences mixtes. Alors cela, c'est aussi une hypothèse qui est assez confortée par les travaux, encore une fois, de CIFAS. Alors, c'est pas que je sois une fan de l'étude anglaise, mais je pense que la neuropathologie nous apprend beaucoup sur la physiopathologie de la maladie. Et dans l'étude CIFAS, en fonction de certaines caractéristiques, ils ont essayé de calculer des risques attribuables en fonction donc de l'âge, du poids du cerveau, de la présence de pathologie Alzheimer et la présence de pathologie vasculaire. Et vous voyez que, eh bien, dans le risque attribuable de démence, la part du vasculaire est très importante. Donc, c'est quelque chose qu'il faut quand même garder en tête. Donc, d'autres hypothèses que le tout amyloïde pourraient donner assez rapidement, je crois que c'est un peu dans l'esprit de ce qu'a écrit Joël Ménard dans sa tribune dans Le Monde, on pourrait imaginer, sans trop tarder, avoir quelques stratégies thérapeutiques visant
à contrôler les facteurs de risque vasculaire et qui pourraient contribuer à changer l'incidence de la maladie. Alors, donc le début, en fait, le titre de notre présentation était autour de la recherche translationnelle. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Je pense qu'on a appris beaucoup d'autres pathologies sur le fait qu'il est important de pouvoir translater le savoir du laboratoire au lit du malade. Mais pour cela, il faut que ça repose sur des résultats qui sont solides, avérés. Et ça implique que les méthodes qui sont apportées soient standardisées et reproductibles. Alors, par rapport à ce que j'ai montré, et notamment aux résultats récents publiés dans le Lancet Neurologie, si on parle de diagnostic précoce de maladie d'Alzheimer avec les critères NIA, est-ce qu'on parle de diagnostic de maladie ou de risque de maladie? Quoi qu'il en soit, cette hypothèse autour du diagnostic précoce est pour l'instant limitée à la recherche. Et il est important d'avoir plus de recherche pour évaluer à la fois l'intérêt et les conséquences pour le patient et son entourage d'un diagnostic précoce, d'en évaluer le coût et aussi de planifier. Parce que si on a un diagnostic précoce qui est disponible, où doit-il être fait? Est-ce que c'est chez le médecin généraliste? Qui? Est-ce que c'est les sujets de moins de 60 ans? Est-ce que c'est les sujets plus âgés? Et quand? Faut-il le faire une fois, plusieurs fois? Je vous remercie.